Excellences, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les grandes conférences catholiques ont ce soir l'honneur et le privilège renouvelé d'accueillir à leur tribune M. Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, ancien commissaire européen et président d'honneur de l'Institut Jacques Delors. M. Lamy a choisi comme titre de sa conférence à notre tribune « Une Europe souveraine » avec un point d'interrogation. Il sera présenté par M. Bernard Gilliot, qui a occupé jusqu'au mois dernier la présidence de la Fédération des entreprises de Belgique. La conférence de M. Lamy constitue la 7e et dernière conférence de cette saison. Cette saison riche et variée n'aurait pu se faire sans le soutien des entreprises qui, par l'insertion d'une publicité dans notre programme, soutiennent notre projet. Elle n'aurait pu également se faire sans le soutien de la Banque d'Hélène. Je la remercie tout spécialement. Le programme de notre prochaine saison, qui marquera le 90e anniversaire de notre tribune, sera disponible comme chaque année au mois de juin. Il vous sera alors loisible de vous réabonner et vous pourrez utiliser à cette fin le système de ticketing de Beaux-Arts. Toutes les informations utiles vous seront adressées en temps utile et en temps opportun par courrier et par email par notre secrétariat. Vous apercevrez également que notre secrétariat déménage à la fin de ce mois. Nous nous établissons au 250 boîte 10 de l'avenue Louise. Pour les membres de notre comité, en ce compris pour votre serviteur, qui tous œuvrent bénévolement à la réalisation du projet des grandes conférences catholiques, la plus belle de notre récompense, c'est sans doute la sympathie de nos abonnés, mais c'est surtout leur réabonnement. Je vous remercie. Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, quel honneur et quel énorme plaisir de présenter notre orateur de ce soir, Pascal Lamy, réelle locomotive européenne de la création du marché intérieur et du commerce international, et cependant plus de 20 ans. Grand orateur apprécié, connu et reconnu des grandes conférences catholiques. Puis-je me permettre de parcourir avec vous rapidement le parcours exceptionnel de Pascal Lamy. Ancien élève du lycée Carnot, diplômé HEC Paris, diplômé de l'Institut d'études politiques et de l'ENA. Pascal Lamy est un Européen engagé et membre du Parti socialiste français. Il commence sa carrière dans la fonction publique française à l'Inspection générale des finances et au Trésor et devient conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances Jacques Delors en 1981, puis directeur adjoint du cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy en 1983. Entre 1985 et 1994, Pascal Lamy est directeur du cabinet du président de la Commission européenne, Jacques Delors. Rappelons-nous les années 85, l'époque de l'eurosclérose, avec les vétos britanniques, tiens donc, et les négociations budgétaires interminables, le tout en pleine guerre froide. Mais c'est le temps des grands accords sur le marché unique et sur les bases du système monétaire, deux dossiers excessivement complexes, mais gérés et finement préparés par un directeur de cabinet convaincu mais déterminé, Pascal Lamy. Ensuite, une petite parenthèse en France. Il rejoint en effet en 1994 l'équipe chargée de redressement du Crédit Lyonnais, dont il devient le directeur général jusqu'à sa privatisation en 1999. La même année, il retourne, et c'est jusqu'en 2004, à la Commission européenne en tant que commissaire au commerce.
C'est la période de l'adoption de l'euro et de l'adhésion de 10 nouveaux pays. Notons au passage que Pascal Lamy, en tant que commissaire, a pu observer de très près l'adhésion de la Chine à l'OMC en fin 2001. Quel parcours la Chine a effectué en 19 ans. Après son mandat à Bruxelles, Pascal Lamy préside pendant une brève période le groupe de réflexion travaillant sur l'intégration européenne créé par Jacques Delors et devient professeur associé à l'Institut d'études politiques de Paris. Ensuite, Pascal Lamy a exercé 2 mandats consécutifs de directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, de septembre 2005 à septembre 2013. Pendant près de 10 ans, il a parcouru le monde et mené cette organisation avec brio. Et je cite volontiers un extrait lors de son discours d'adieu au Conseil général de l'OMC le 24 juillet 2013. Servir cette organisation aurait été un immense honneur et privilège. Je pense qu'il est juste de dire qu'ensemble, nous avons renforcé l'OMC en tant qu'organisation chef de file du commerce mondial, pilier majeur de la gouvernance économique mondiale. 3 mois plus tard, en novembre, dans le Geneva Consensus, Pascal Lamy est cité. He argues that trade can only act as a motor for growth if the correct mix of domestic and international economic and social policies is in place. Une fois de plus, nous retrouvons cette grande qualité de Pascal Lamy. Réconcilier la dualité du social-démocrate et de la liberté économique. En 2014, il brise un tabou. Il invoque publiquement le niveau de chômage en France, qui gangrène la société. Pascal Lamy plaide pour plus d'audace, pour la transgression, pour les petits boulots. Le marché du travail devrait être beaucoup plus flexible. Pascal Lamy a témoigné de son engagement pour l'intégration européenne et sa vision d'une mondialisation maîtrisée par la publication de plusieurs ouvrages de réflexion et par exemple récemment son livre « Où va le monde ?», paru en 2017. Pourquoi ce désordre ? Cette violence, ce chaos donne-t-il le sentiment d'être les nouvelles règles du système international, alors que la paix, la prospérité, la liberté, la règle du droit étaient données il y a à peine 20 ans, comme les promesses de la fin de la guerre froide? Quelle dynamique domine le monde aujourd'hui? Le marché ou la force? L'économie ou la géopolitique? La première va-t-elle réussir à pacifier le monde et unir dans un destin commun? Ou c'est la seconde finira-t-elle par casser l'unification des marchés au profit de désordres et de rivalités incontrôlées? Pascal Lamy a été nommé en 2019 président du Paris Peace Forum et est également président du Comité national français du Conseil de coopération économique du Pacifique. Il partage ses autres activités entre l'Institut Jacques Delors, dont il est président honoraire, la présidence du Comité mondial d'éthique du tourisme et bien d'autres. Pascal Lamy a déclaré récemment, je cite, « Il est donc urgent de réfléchir aux modalités de construction d'un pouvoir démocratique mondial. Si les formes de la démocratie représentative nationale sont désormais un piège,
Il nous faut aujourd'hui penser une démocratie internationale. Sans modèle, sans expérience, pas tout à fait. Car depuis 50 ans, dans un coin de la planète, se déroule un processus dont les fondateurs avaient mesuré la possible portée pour le monde, la construction européenne. Et selon lui, l'Europe dispose de toutes les institutions nécessaires. Par contre, elles ne sont pas habitées, ni animées par un sentiment d'appartenance commune. Et Pascal Lamy va plus loin. Le dualisme entre passion nationale et raison européenne est intenable et politiquement dangereux. Monsieur Lamy, vous affirmez haut et fort, nous avons trop fait d'économie, de droit, de sciences politiques et pas assez de sciences sociales. Dans un entretien qu'il a donné au grand continent, il a développé la contradiction sur laquelle il s'est beaucoup interrogé lorsqu'il est sorti de ces 15 années d'institutions européennes dont j'ai parlé. D'abord auprès de Jacques Delors, puis comme commissaire européen et en tant que directeur général de l'OMC, quasi 10 ans. Cette identité européenne, qui est un puits de complexité pour les Européens, apparaît une évidence aux non-Européens. Il y a lieu de reconnaître ce qui nous rassemble et non ce qui nous divise. La nouvelle Commission von der Leyen est en ordre de marche. Le Parlement européen est en place. L'Europe, dans ces moments confus actuellement, devra trouver sa route. Les défis sont nombreux, le climat, la cohésion sociale, la santé et la souveraineté. Le Green Deal de la Commission est un projet aussi important que le marché unique. C'est un shift tectonique, c'est une immense opportunité pour l'Europe. Mais les objectifs ont été entérinés par le Conseil en décembre, mais restent sa mise en œuvre qui sera compliquée et controversée. La cohésion sociale est un réel défi. Nos sociétés s'individualisent, se fragmentent et les inégalités croissent. Il y a le contraste entre les villes et les campagnes, les jeunes et les moins jeunes ou âgés, indigènes et immigrés. Cette dichotomie reçoit une traduction électorale. Et gouverner devient très difficile. Et pour mieux gouverner, ne devrait-on pas gouverner ensemble? Dernier sujet serait que l'Europe devienne beaucoup plus qu'un énorme marché et une intégration économique, mais une réelle puissance, telle que les États-Unis et la Chine. Nous parlons de l'Europe souveraine. Une Europe qui répond à la défense du multilatéralisme, au réinvestissement technologique et vraie politique industrielle, à une politique de sauvegarde des secteurs stratégiques, y compris la santé, et la relance d'une défense européenne, etc. Monsieur Lamy, je vous cède la parole en vous remerciant dès à présent de nous faire découvrir, à nous, Belges, dépendants à 80% du commerce international, votre analyse et votre avis sur cette question. Une Europe souveraine, question pertinente qui nous interpelle et dont la réponse sera-t-elle, qui sait, la prochaine étape décisive de la construction européenne. Merci. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints
dans des circonstances qui font que de temps en temps, on a plutôt tendance à rester chez soi. Je suis très honoré de cette présence nombreuse. Merci pour cette invitation. La dernière fois que je suis apparu dans les mêmes circonstances, c'était il y a 17 ans, en 2003, dans cet endroit merveilleux et inspirant. Et le titre que j'ai choisi pour mon propos de ce soir, cette question de la souveraineté européenne avec un point d'interrogation, aurait certainement paru incongru à l'époque. La bonne nouvelle, c'est que c'est certainement moins incongru aujourd'hui, même si c'est le résultat de développements dont je dirai dans un instant qu'ils ne vont pas tous dans le sens d'un monde plus pacifique ou mieux organisé. Je partirai d'un paradoxe qui juxtapose d'un côté la mode de ce concept de souveraineté européenne et de l'autre côté des réalités dont on doit bien dire qu'elles ne corroborent pas ce concept. Le concept, il est à la mode. Le président Juncker a annoncé dans son discours sur l'état de l'Union, il y a 2 ans de cela, que, et je le cite, l'heure de la souveraineté européenne avait enfin sonné. La présidente actuelle de la Commission, Mme von der Leyen, a voulu faire de sa commission une commission géopolitique. Il y a donc là l'émergence de quelque chose d'un peu nouveau. Et en même temps, il suffit de regarder l'actualité pour constater que notre Union européenne est probablement ballottée, comme elle ne l'a jamais été, dans un monde en voie de brutalisation, une Union européenne à la merci du chantage d'un dirigeant turc, chantage aux réfugiés, une Union européenne victime de sanctions américaines extraterritoriales sur l'Iran, une Union européenne sommée au moment où elle doit choisir comment elle s'équipe pour la 5G, sommée pour les uns de ne pas s'équiper chinois et par les mêmes Chinois de menaces de représailles au cas où l'Union pencherait dans l'autre sens. Je n'insiste pas, il y a là l'évidence d'une contradiction entre cet appel nouveau à cette notion de souveraineté et puis la réalité de l'Union européenne d'aujourd'hui. Et mon sentiment, après les quelques 35 ans d'expérience auxquels vous venez de faire allusion, Monsieur le Président, mon sentiment, et j'ai acquis cette conviction à la fois du dedans et du dehors, est que ce paradoxe, cette contradiction apparente, cache une réalité qui n'a pas vraiment encore fait son chemin dans les esprits, ni dans les pratiques, mais qui devra s'imposer désormais. L'Union européenne, selon moi, doit changer son regard sur le monde, doit changer son rapport au monde. Elle est en quelque sorte condamnée à la souveraineté et à la puissance. Je développerai ce propos en 3 moments. Le premier, pour expliquer ce mot « condamné », il est clair en effet dans mon esprit que cette notion de souveraineté, de puissance, n'était pas dans l'esprit des pères fondateurs. Au contraire, et s'il en va différemment aujourd'hui, c'est
pas tellement parce que nous avons changé, mais parce que le monde, lui, a changé. Il va donc falloir trouver une forme, les formes d'une incarnation de cette souveraineté dans un certain nombre de domaines. Pour autant, et ce sera mon dernier point, la perspective de cette souveraineté reste encore très incertaine, tant les obstacles qu'il y a à surmonter pour y parvenir semblent à la fois nombreux et coriaces. Je commencerai par l'irruption relativement récente de ce concept de souveraineté européenne, non sans quelques précautions d'ordre méthodologique. Je ne vais pas longtemps m'étendre sur une analyse sémantique ou philosophique du concept de souveraineté. Disons simplement qu'il s'agit pour une entité politique définie par un territoire de la capacité d'agir dans le sens de ses intérêts, de ses valeurs, y compris par la force s'il le faut. Autrement dit, c'est la capacité, en l'occurrence de l'Union européenne, à peser davantage dans les affaires du monde. Il y a un mot allemand pour ça, qui s'appelle la Weltpolitik Fähigkeit. Ça sonne très allemand, c'est un mot assez compliqué, mais c'est probablement de ce vocabulaire-là qu'on s'approche le plus du sujet qui nous réunit ce soir. Je ne gloserai pas non plus très longtemps sur la difficile question de savoir si la souveraineté est un bloc, si c'est quelque chose d'indivisible, ou si ça se partage, et les thèses vont bon train de part et d'autre. Disons simplement que c'est un concept qui est entouré de notions que j'utiliserai dans le cours de mon propos, faisant appel à la fois à l'influence, parfois à la puissance, parfois à l'indépendance, parfois à l'autonomie. Considérons cet ensemble pour ce qu'il vaut. Enfin, une préoccupation, une précision, compte tenu de ma nationalité, et qui tient simplement au fait que parmi les peuples européens, certains sont plus familiers que d'autres avec cette notion de souveraineté, et qu'il se trouve que la République française est probablement le pays de l'Union européenne auquel ce concept est le moins étranger. Nous, Français, avons pour cette notion de souveraineté une sorte de proximité culturelle, géographique, historique, une sorte de révérence, pour ne pas dire une sorte de culte, qui fait qu'on a souvent expliqué que les Français étaient, et c'est le cas du président de la République actuelle, plus facilement familiers que d'autres de cette notion selon laquelle la souveraineté s'exerce désormais davantage au niveau européen et moins au niveau national. Je prends cette précaution car il faut bien reconnaître que pour d'autres, et il y a de nombreux autres pays que la République française dans l'Union européenne, cette familiarité, cette proximité, cette aisance à cette gymnastique intellectuelle autour de la souveraineté n'est pas forcément la même. Revenons au départ de mon propos. Cette souveraineté européenne n'appartient pas aux, ce qu'on pourrait appeler les prémices idéologiques de l'Union européenne et n'est pas en ligne avec le modèle que les pères fondateurs avaient. Au contraire, en quelque sorte, je crois qu'aux yeux des pères fondateurs des années 50 et 60, la souveraineté était quelque chose de, au mieux, un peu suspect et au pire, assez dangereux. Et je crois que c'est comme ça que la matrice de la construction européenne a été forgée assez naturellement, puisqu'elle était en quelque sorte une réaction à des temps
de guerre, de génocide, de catastrophes dont la plupart étaient attribuables, et en tout cas attribuées à l'époque, aux folies du nationalisme et de la puissance. Et c'est assez naturellement que la construction européenne s'est voulue, en quelque sorte, à contre de ces phénomènes anciens. L'analyse était, et je la résume au risque d'une simplification excessive, ces catastrophes étaient le produit de ce que Polanyi a appelé le désencastrement de l'économie et de la politique, et pour y mettre fin, pour assurer enfin la paix, il suffisait en quelque sorte de réencastrer l'économie et la politique, d'où la théorie des solidarités de fait et de l'intégration économique menant un jour futur à l'intégration politique. C'était la théorie de départ, c'était la matrice telle qu'elle a été mise en place. Et d'ailleurs, il suffit d'écouter ou de lire Jean Monnet quand il écrivait que dans son esprit, la construction européenne n'était qu'une étape vers l'organisation du monde de demain, pour voir à quel point les pères fondateurs misaient sur cette intégration économique devant produire de l'intégration politique, non seulement pour notre continent, mais aussi pour le monde, rejoignant ainsi ces vieux rêves cosmopolitiques ou de paix perpétuelle. En ce sens, l'Union européenne est née en dehors du concept de la souveraineté ou de la puissance. Ceci a été renforcé historiquement par l'échec de la communauté européenne de défense, qui a en quelque sorte évacué cette question de la puissance pour la sous-traiter au parapluie américain et à l'OTAN, de telle sorte que, de ce moment-là, les progrès de la construction européenne ont été encore, en quelque sorte, exonérés de cette notion de puissance dangereuse, coûteuse, et probablement, dans l'esprit de l'époque, inutile pour l'avenir, puisque, au fur et à mesure de l'intégration économique, le monde allait progresser vers une sorte de paix perpétuelle, et sans doute la chute du mur en 89 a-t-elle été le moment qui a le plus facilement, le plus fortement conforté cette vision européenne d'un monde progressant, bon an, mal an, vers une forme de paix résultant des progrès de son intégration économique notamment. Est-ce que pour autant l'Europe de l'époque, la communauté européenne, était au fond absente des affaires du monde? Non. Au moins dans 4 domaines, y compris à l'époque, on trouve des traces d'une influence, d'une marque européenne. Ça a été le cas, évidemment, en matière de commerce international. Il était assez logique que l'Europe, s'intégrant sur le plan économique, sur le plan des échanges, se débarrassant des obstacles aux échanges et notamment des frontières tarifaires ou réglementaires, il était assez naturel que l'Europe projette en quelque sorte cette manière de faire au niveau mondial. Ça a été le cas, et c'est ainsi que, dans ces années-là, l'Union européenne est devenue en quelque sorte, avec les États-Unis, le copilote d'une ouverture petit à petit généralisée de l'échange international. Ceci est dû en partie à l'influence européenne de l'époque. Ça a été le cas en matière de ce qu'on appelait la coopération au développement, même si l'héritage colonial, qui est à l'origine de cette coopération au développement, était marqué, c'est le moins qu'on puisse dire, par des ambiguïtés sur le sens, le résultat et la dynamique de ces processus de décolonisation ou de décolonisation. Il se trouve que
ce débat, dont on retrouve les traces aujourd'hui, a été en quelque sorte masqué par cette capacité de l'Europe de devenir le leader international en matière d'aide au développement. Est-ce que c'est une politique de réparation qui ne voulait pas dire son nom? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus rationnel? Je laisse cette question ouverte. Troisième domaine dans lequel l'Europe a exercé une forme d'influence internationale, c'est en matière de droits de l'homme. Souvenons-nous par exemple des débuts de la coopération politique, au moment où il s'agissait de lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud. Souvenons-nous du penchant que les Européens ont toujours eu pour l'idée d'une Palestine qui soit juxtaposée à l'État d'Israël. Souvenons-nous des moments de dictature en Amérique latine où les opinions politiques européennes se sont mobilisées. Et puis, dernier domaine, probablement le dernier en date dans cette séquence de la réalité d'une présence européenne mondiale, les questions d'environnement. D'abord parce que le continent européen est celui qui a vu naître l'écologie politique, l'approche politique des questions écologiques. Il est d'ailleurs très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ce fut le cas. Et ensuite parce que, et ça date du temps de Delors, ensuite parce que, à ce moment-là, la question écologique s'est imposée à la fois à l'intérieur, mais aussi, et dès le début, à l'extérieur. J'ai souvent dit que cette empreinte écologique, ce verdissement européen, avait un père et une mère dans l'esprit de Delors. Le père, c'était Tchernobyl. Et nous sommes quelques-uns ici à nous souvenir du choc que ça a été pour nous tous, et en partie pour lui, sur le plan intellectuel. Et puis ensuite, le sommet de la Terre à Rio, en 92. Et je rappelle simplement, non pas au titre de Laudator Temporis Acti, mais simplement pour que les choses soient claires, que prévoyant ce sommet de la Terre à Rio en 92, le président de la commission de l'époque avait fait adopter par la commission un projet de taxe carbone. Ça fait un peu curieux quand on dit ça aujourd'hui, mais pendant une bonne année, et nous étions quelques-uns à y travailler à son cabinet, il a fallu, comme on dit à l'époque, ramer dur pour que la commission arrive à un consensus suffisant pour proposer d'instaurer une taxe carbone. C'était en 1992. Je ne compte pas le nombre des années qui se sont écoulées depuis, simplement pour dire que, à l'époque déjà, il y avait quelque chose en germe d'une posture internationale. Cela étant dit, reconnaissons que chacun de ces développements, dont on peut constater la trace, n'était pas le produit d'une vision d'ensemble. Ça n'était pas l'idée selon laquelle l'Europe avait, dans le monde, une position qui devait se décliner de telle et de telle manière. C'était plutôt le résultat, soit de l'histoire, soit des circonstances. Et donc, encore à l'époque, cette notion de poids, cette notion consiste à confier à l'Europe des responsabilités d'ordre mondial, ne faisait pas partie de notre logiciel idéologique, en dehors d'une certaine fierté ou d'un certain espoir à considérer qu'au fond, un jour, le monde finirait par ressembler à cette démocratie sociale de marché qui est caractéristique du mode de vie et de la civilisation européenne. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé,
c'est le monde. Si cette question de souveraineté européenne est désormais ouverte, si la question se pose, éventuellement avec un point d'interrogation, c'est que notre monde a connu, depuis, une série de bouleversements très profonds qui ont en quelque sorte chamboulé ces prémices un peu iréniques selon laquelle le monde, bon an mal an, avançait vers davantage de paix. C'est cette vision-là qui a été profondément remise en cause, en gros depuis une dizaine d'années, sous l'influence de trois développements que je mentionnerai brièvement. Le premier consiste à constater les faits. Et les faits nous disent que chacune des crises graves qui a frappé notre continent depuis une dizaine d'années sont toutes venues, sans exception, de l'extérieur. La crise de 2008, qui a failli emporter l'euro, est née aux États-Unis d'un défaut de régulation du système financier américain, lui-même insuffisamment contraint par des disciplines internationales. Cette crise n'est pas née chez nous. Les problèmes, la faille prudentielle qui en a été à l'origine n'était pas chez nous. Il n'empêche, nous avons été les victimes, et Dieu sait que cette crise a secoué le monde et que de crise financière en crise économique, en crise sociale et en crise politique, nous ne finissons pas, et j'y reviendrai, d'en payer les conséquences. Il en va de même de ce que, hélas, on doit, je le crains, maintenant désormais appeler la première crise des réfugiés, dont chacun sait que l'origine est dans des réalités géopolitiques à Washington, et cette fois-ci à Moscou, ou ailleurs, qui ne sont pas d'origine européenne. Nous sommes du côté des receveurs de ces évolutions considérables qui secouent nos pays, nos opinions, nos politiques, alors même qu'elles trouvent leur origine ailleurs. Je pourrais ajouter à ceci l'exemple de la remise en main russe de la Crimée, de ce qu'il est convenu d'appeler l'invasion du Donbass en Ukraine. Là aussi, l'origine n'est pas à l'intérieur de l'Union européenne, et Dieu sait que ceci nous a secoués. Ce constat nous amène à une conclusion relativement rationnelle, et qui est que plutôt que d'être du côté du réceptacle de ces crises pour un certain nombre d'entre elles dramatiques, peut-être vaudrait mieux s'attacher à essayer d'en prévenir les causes et donc à nous doter d'une capacité de puissance, d'influence, de nature à éviter ce genre de développement. Je crois que cette réalité est en train, petit à petit, de s'imposer. Si ça ne suffisait pas à nous contraindre à regarder un peu davantage du côté de la puissance, du poids, de l'influence, de la souveraineté, alors peut-être suffirait-il d'un Trump qui nous a tous totalement stupéfaits le jour où il a déclaré que l'Europe était pour les États-Unis un ennemi pire que la Chine. Inévitablement, une telle proclamation, même si il ne faut pas toujours attacher un sens fondamental à chacun de ces tweets quotidiens,
il n'empêche que cette posture d'un président américain considérant, affichant, expliquant à ses interlocuteurs que la construction européenne est une grave menace pour les États-Unis d'Amérique, quel que soit le caractère un peu fantasmagorique de cette thèse, il n'empêche que ces développements, dont nous sommes familiers depuis maintenant près de 4 ans, ont là aussi considérablement chamboulé une donne transatlantique qui, jusqu'à présent, s'était avérée relativement stable. Et si Trump ne suffisait pas, entre en scène M. Xi Jinping, le président à vie chinois, qui se distingue de ses prédécesseurs par une conviction tout à fait considérable dans son cas, selon laquelle les succès chinois, indéniables du point de vue de la performance économique et sociale depuis une trentaine d'années, ne sont pas dus à l'intelligence de Deng Xiaoping, porteur de réformes qui, à bien des égards, ont occidentalisé le logiciel économique chinois, mais sont dus simplement à la permanence d'une force qui s'appelle le Parti communiste et auquel l'on doit ses succès à la fois vis-à-vis de l'opinion publique chinoise, et il y a une opinion publique chinoise, de même d'ailleurs que dans le reste du monde. Ces crises, l'avènement de M. Trump, l'avènement de M. Xi Jinping, les conséquences de ces avènements sont le contexte qui justifie une remise en cause de cette sorte d'indifférence originelle de l'Union européenne pour les questions de souveraineté et de puissance. Et si l'on doit résumer tout ceci à un événement, c'est bien de la crise de 2008 qu'il s'agit, c'est bien l'origine de ces développements, et c'est bien, elle encore, qui secoue un certain nombre de nos systèmes politiques. C'est à partir de ce moment-là que ce que l'on pouvait considérer, à tort ou à raison, et éventuellement sur une échéance très lointaine, comme une sorte de convergence des États-Unis devenant petit à petit, tout en restant capitalistes, un peu moins violent, une forme un peu tempérée de ce capitalisme, une Chine qui, petit à petit, au fur et à mesure que son économie augmentait, serait davantage ouverte aux questions de liberté publique, ce qui avait présidé en quelque sorte à cette période des années 70-80 jusqu'à la crise de 2008, cette espèce d'idée d'une forme de convergence, c'est à partir de ce moment-là que s'est imposé ce que nous devons reconnaître aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée d'une divergence. Ce qui était en train de converger à plus ou moins long terme, avec des hauts et des bas, et sans doute y avait-il du rêve dans cette idée, est aujourd'hui, au contraire, transformée en une divergence, marquée certainement pour les années qui viennent par une rivalité sino-américaine qui va demeurer 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être, qui va demeurer le fond de tableau du monde tel qu'il s'organise ou tel qu'il se désorganise. Et ceci, évidemment, pose à l'Union européenne une question fondamentale, qui est celle de son rôle dans ce que nous devons prévoir des turbulences à venir, non pas que l'idée
thucydidienne, selon laquelle le réaménagement des puissances dans ce monde, comme ce fut le cas entre Athènes et Sparte, ne se fait que par la guerre. Je pense personnellement que nous avons atteint aujourd'hui un stade d'intégration mondiale qui rend cette hypothèse assez peu probable. Il n'empêche qu'il y a bien des formes de conflits, de tensions, de destruction, sans en venir aux conflits armés tels que nous les avons connus. Et donc, d'un certain point de vue, si l'Europe ne veut pas avoir à choisir, si nous, citoyens européens, considérons que le sort de nos enfants ou de nos petits-enfants ne consiste pas un jour à venir à avoir à choisir entre les deux, alors nous devons inévitablement nous poser la question de notre capacité à promouvoir à la fois nos valeurs et nos intérêts dans ce monde-là, qui n'est plus celui dans lequel nous sommes nés, qui n'est plus habité, formaté par les mêmes concepts. Si l'Europe est donc, d'une certaine manière, condamnée à la souveraineté, à davantage de puissance, à davantage de poids, quelles sont les formes de cette puissance? Où doit-elle se déployer, se renforcer, se créer? Si je regarde l'ensemble des sujets possibles, j'en vois 6 que je vais très brièvement commenter. Le premier, c'est la notion de souveraineté numérique. Le deuxième, c'est la notion de souveraineté monétaire. Le troisième, c'est la notion de souveraineté stratégique. Le quatrième, c'est la notion de souveraineté juridique. L'avant-dernier a trait aux questions de transition écologique et à notre capacité de peser sur le monde dans ce sens. Et enfin, et notamment à cause d'une actualité qui, hélas, nous l'impose, je reviendrai brièvement sur la question de cette souveraineté migratoire dont il faut bien considérer. Et la présence de M. Erdogan à Bruxelles suffirait à justifier que je range cette question parmi celles auxquelles nous allons devoir faire face de manière plus résolue, plus ferme et probablement plus forte. Je commencerai par la souveraineté numérique, tant il est évident que, de ce point de vue-là, notre Union européenne est faible. Elle est faible, elle est dépendante, elle est en quelque sorte colonisée. Si vous prenez les 10 grands noms de l'économie digitale d'aujourd'hui et de demain, et on a en gros 4 ou 5 Américains et 4 ou 5 Chinois, ce n'est un secret pour personne que là-dedans, il n'y a aucun nom européen. Cette question, à un moment où notre économie, nos économies se digitalisent à toute vitesse, est évidemment absolument cruciale. Elle a des implications économiques, elle a des implications éthiques, elle a des implications en matière de sécurité. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur chacune d'entre elles. Reconnaissons simplement qu'aujourd'hui, s'il est un domaine où l'Europe ne peut pas revendiquer la souveraineté, c'est bien celui-ci. Est-ce que c'est irrémédiable? Je ne le crois pas. En tout cas, ce n'est pas ce que disent les spécialistes. Est-ce que ça passe par des efforts considérables dans certains domaines? J'en suis persuadé. C'est une affaire de politique de la concurrence, c'est une affaire de politique industrielle, c'est une affaire d'espace unique européen numérique, alors que nous savons parfaitement que
Un des problèmes que nous avons, c'est que malgré le grand rêve du marché intérieur, en tout cas dans ce domaine, nous en sommes encore très loin. C'est une affaire de régime juridique des données, d'accès, de protection, de localisation. C'est une affaire d'interopérabilité. Il y a là-dedans énormément d'aspects techniques. Reconnaissons que si nous ne prenons pas ce problème à bras-le-corps, et notamment pour les générations qui viennent, si par exemple tout ce qui va dépendre de l'intelligence artificielle, des capacités de calcul que ça implique, des règles éthiques qu'il va falloir y associer, ne font pas l'objet d'une politique européenne, alors il sera sans doute vain de continuer à parler de souveraineté dans 10 ou dans 15 ans. La question monétaire est sans doute moins prégnante, sans doute moins urgente, reste que l'euro, monnaie commune des Européens, n'a pas connu les développements qu'on était en droit d'attendre de la création de la monnaie unique. C'est en gros un petit 20% des réserves mondiales qui sont aujourd'hui en euros, comparé aux 50% plus qui sont en dollars. Il y a évidemment une disproportion considérable entre ces deux ordres de grandeur pour deux économies qui sont, pour le coup, à peu près similaires en poids. La question qui a très longtemps été laissée de côté, notamment parce que le principe a été adopté très tôt par la Banque centrale européenne d'une passivité à l'égard de la promotion de l'euro comme monnaie internationale, qu'il s'agisse de monnaie de réserve, qu'il s'agisse de monnaie de facturation, qu'il s'agisse du libellé d'un certain nombre d'actifs financiers en euros. Cette question est depuis quelque temps revenue sur la table, et je pense qu'il est heureux qu'il en soit ainsi, notamment à partir du moment où il est clair, et j'y reviendrai dans un instant, que dans l'arsenal de sanctions extraterritoriales américaines, qui sont une atteinte par définition à la souveraineté européenne, une grande partie des moyens et des instruments sont liés à l'usage du dollar. Nous connaissons les grandes lignes de ce qu'il faudra faire pour donner à l'euro un rôle plus important, soit en matière de facturation. Il suffit de constater les évolutions qui sont en cours en matière de facturation de nos importations énergétiques, soit dans des domaines plus techniques, comme ce qui est en train de se passer au sein d'un consortium de banques européennes pour se doter d'un système de paiement qui soit indépendant du passage par les systèmes et par les logiciels américains. Il faut aussi reconnaître que une monnaie n'est vraiment internationalement puissante que s'il y a suffisamment d'actifs financiers, et nos amis chinois le savent bien, qui sont dénominés dans la devise en question, et qu'il y a encore là énormément à faire, notamment dans la construction d'un marché financier, d'une union bancaire et d'une union européenne des marchés de capitaux. Là encore, les pistes techniques sont à peu près identifiées. La question, et j'y reviendrai, est une question de volonté politique. Souveraineté stratégique, inévitablement, le pont aux ânes du pilier européen de la défense vient à l'esprit quand on veut s'interroger sur la possibilité, les vertus, les modalités d'une souveraineté européenne. Ce sujet a été en quelque sorte remis sur la table à la faveur d'un certain nombre de déclarations du président Trump. Il n'est pas aujourd'hui
vraiment ouvert entre les Européens. Cette fameuse question de savoir s'il y a moyen de concilier un accord de défense qui engage les États-Unis dans la défense des intérêts européens et un pilier européen de défense qui ait sa propre autonomie du point de vue stratégique, sinon du point de vue logistique, mais dans un monde où nous savons que petit à petit, les armes sont programmées en fonction d'objectifs stratégiques de plus en plus précis et de plus en plus déterminés, ces questions-là restent ouvertes, de même d'ailleurs que la nécessité pour l'Europe de s'intéresser davantage à sa présence et à sa puissance spatiale, pour ne pas parler de sa présence océanique, puisque sur la planète que nous appelons probablement à tort appelée Terre, et qui est une planète essentiellement marine et aquatique, l'Union européenne est aujourd'hui dans le monde la principale puissance océanique, si l'on met bout à bout l'ensemble de ces territoires et des territoires qui sont associés. Je garde provisoirement la Grande-Bretagne dans le calcul. Sa sortie ne l'affecte pas fondamentalement. Ces questions, petit à petit, vont revenir sur le centre de la table, de même d'ailleurs qu'un repositionnement géopolitique et géostratégique européen qui fera, dans les années qui viennent, et pour les raisons qui justifient la remise à l'ordre du jour de la puissance, de la force, de la souveraineté, dans des moments où l'Europe est en train de revoir fondamentalement sa propre posture géopolitique, et notamment dans ce qu'il va falloir appeler notre pivot africain. Sans doute, les questions de souveraineté et de puissance européenne auront-elles à se déployer sur différents continents de cette planète. Reconnaissons que s'il y en a un dont le sort importera beaucoup plus que les autres sur la vie de nos générations européennes à venir, c'est bien de l'Afrique qu'il s'agit. Je pense que cette réalité a mis beaucoup de temps à percoler dans les pensées européennes. Pendant très longtemps, nous avons été très peu à dire que sur ce radar géopolitique qui doit nous servir à guider un certain nombre de nos actions, l'Afrique n'avait pas la place qu'elle devrait avoir. Je pense que ceci est en train de changer, notamment si je lis le document que la Commission européenne a publié justement aujourd'hui sur sa stratégie africaine et sur ce que Josep Borrell en a dit. Aujourd'hui, il y a là une évolution stratégique absolument majeure et qui doit, d'un certain point de vue, nous remettre dans la vraie pensée de ce qu'est l'avenir du continent africain. Et cette pensée doit être marquée pour nous, je crois, d'une révolution conceptuelle considérable. Tant il est vrai, en tout cas de mon point de vue, que dans le monde de demain, nos amis africains ont un certain nombre d'options géopolitiques disponibles. Ils ont le choix des partenaires qui les accompagneront dans leur vie internationale et continentale. Ils ont le choix des systèmes de valeurs qui sont ceux qui sont disponibles dans le monde. Ils ont d'autres choix que le choix de l'Europe sur le plan géopolitique. Nous, Européens, n'avons pas ce luxe. Nous n'avons pas d'autre choix que de devenir les principaux partenaires géopolitiques d'un continent africain qui, encore une fois, lui-même a d'autres choix. Et c'est ce renversement, en quelque sorte, de l'histoire, cette espèce de nouvelle asymétrie qui est celle avec laquelle nous devrons vivre dans l'avenir,
Il suffit de regarder nos projections démographiques pour s'en convaincre. Ceci est probablement une des épreuves les plus immédiates, les plus importantes et les plus déterminantes de cette notion de souveraineté européenne. Souveraineté juridique, je n'insiste pas beaucoup sur ce point. Il est clair que pour un certain nombre de raisons, certaines étant des raisons de principe, parfaitement légitimes et respectables, d'autres étant des raisons plus pragmatiques, l'Union européenne n'est aujourd'hui pas en état de faire face à des sanctions américaines extraterritoriales sans les appliquer comme tout le monde. Bon. Le cas Iran s'est posé à partir du moment où le président américain a décidé de sortir de l'accord qui avait été négocié avec son prédécesseur, les Iraniens et un certain nombre d'autres puissances mondiales. À ce moment-là, l'Europe a franchi un petit pas, consiste à créer un instrument, Instex, qui était censé permettre de continuer à commercer ou à investir en Iran sans passer par le dollar. Ceci n'a pas vraiment marché. La réalité est que ce système est entre les mains d'une hyperpuissance qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Il est très désagréable et très dommageable pour un certain nombre d'entreprises européennes de ne plus pouvoir travailler avec l'Iran. Ceci n'a pas changé la face du monde. Imaginez un instant qu'un beau matin, ils prennent à l'idée de M. Trump de faire la même chose avec la Chine. Après tout, si l'on écoute ce qu'il en dit, si on constate ce qu'il en pense, c'est une hypothèse qui n'a rien de complètement farfelu. À ce moment-là, nos intérêts européens seraient considérablement affectés et mis en danger. Et la seule hypothèse d'une mesure de ce type doit nous faire réfléchir. Est-ce qu'il s'agit d'essayer, par un moyen ou par un autre, de faire condamner par la communauté juridique internationale cette brèche dans la notion de souveraineté nationale? Le même président américain, qui est à la tribune des Nations Unies, glorifie le retour à la notion de souveraineté nationale dans son pays et impose par ailleurs des sanctions à d'autres pays du monde qui sont à l'évidence des brèches dans cette souveraineté. La cohérence n'est pas forcément là, mais il y a là une question qui doit, au cas où cette hypothèse ne s'avérerait pas possible, nous poser la question de savoir si nous nous dotons nous-mêmes de dispositifs d'usage d'une certaine forme de la force en rétorsion à des sanctions américaines. J'ai dit que la question de la souveraineté écologique, en tout cas de notre capacité à exercer les responsabilités que nous nous sommes données dans cette planète pour promouvoir la transition climatique, pour être plus en pointe que nous ne l'avons été dans le temps sur les questions de défense de la biodiversité. Ceci a trouvé une forme et une force avec ce que la présidente de la Commission a proposé comme thème principal des années qui viennent. En ceci, d'ailleurs, c'est une question de souffle qui ressemble un peu à ce qu'ont été le grand marché ou l'euro. Je crois profondément que cette manière de faire est celle qui permettra à l'Europe de se doter d'objectifs qui lui restera à réaliser, mais qui lui permettrait de conforter un leadership qu'elle a acquis, comme j'ai dit tout à l'heure, petit à petit dans le monde. Je continuais, avant le coronavirus, à parcourir cette planète du nord au sud et de l'est à l'ouest en permanence. Et j'ai souvent dit, et je répète devant vous, que pour beaucoup de pays de cette planète,
Le drapeau européen, il n'est pas bleu avec des étoiles jaunes, ce côté un peu marial, il est vert. Et cette manière d'exercer une influence, une responsabilité, fait évidemment partie, à condition de considérer que cet enjeu écologique, climatique et de biodiversité est probablement le plus déterminant des décennies qui viennent pour ce qui est de la survie de l'humanité, alors il y a là effectivement un bloc de souveraineté qu'il faut développer. Ça passe par différentes mesures, ça passe par des innovations, notamment en matière de politique commerciale. Comme vous le savez, est un sujet qui m'est cher. Europe Jacques Delors, qui est la troisième version d'un Institut Jacques Delors, celle qui est née cette année à Bruxelles, à partir du 1er janvier, va publier le 19 mars prochain une proposition de mécanisme d'ajustement carbone à la frontière, parce que selon nous, ça fait partie, effectivement, de la gamme d'instruments qui est cohérent avec cette idée que l'Europe, si elle a cette ambition, doit se doter d'instruments nouveaux. On pourrait aussi prendre l'exemple de ce qui est en cours en matière de batterie pour constater que, là aussi, où l'Europe prend la question à bras-le-corps et elle a quelques chances de réussir cette transition, ou ce qui fut le cas pendant longtemps, nous faisons ça chacun chez nous avec les résultats que nous connaissons. Je termine ce rapide examen des domaines dans lesquels on pourrait renforcer une souveraineté, une puissance, une influence européenne dans ce monde, par un mot sur la question migratoire, car il est vrai que pour beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens européens, cette perte apparente ou réelle de maîtrise par l'Union européenne de sa politique migratoire, que d'aucuns attribuent au fait que c'est le produit de l'unification européenne que d'avoir provoqué cette perte, comme si les périodes précédentes nous exonéraient de cette question, cette réalité brutale qui malheureusement s'impose de nouveau à nous depuis quelque temps et qui fait l'objet de conversations difficiles entre nous, est sans doute aussi un des tests de notre capacité à réagir. Je crois que là aussi, les pistes de ce qu'il faudrait faire ne sont pas très compliquées à imaginer. L'Institut Jacques Delors Paris a publié sur ce point un très gros travail qui avait été fait par Jérôme Vignon il y a maintenant près de 2 ans, homogénéiser au plan européen les conditions du recours à l'asile, se doter d'une agence européenne capable de mutualiser à la fois la surveillance et la protection des frontières extérieures, avec ce que ça implique de solidarité, organiser d'une manière ou d'une autre une immigration de travail dont nous savons, et j'ai déjà parlé des perspectives démographiques, qu'elle est absolument incontournable pour les décennies qui viennent. Toutes ces pistes sont là. Elles font partie, à mon sens, de cette mise en place avec ce que ceci implique sur le plan politique. Et ceci me mène à mon dernier point, qui est à supposer que nous devions aller dans cette direction, à supposer que j'ai à peu près identifié les quelques déclinaisons de ce que pourrait être une souveraineté européenne. Il nous reste évidemment, et il faut être réaliste, énormément de difficultés à surmonter. Ces difficultés sont, pour faire bref, de mon point de vue, de 2 ordres. Le premier
est de l'ordre de la volonté. Et le deuxième, ce n'est pas le moindre, pour quelqu'un de pragmatique comme je le suis, sont de l'ordre de la capacité. Si je commence par la volonté, c'est parce que c'est évidemment une condition fondamentale. Et pour l'expliquer plutôt que par des discours du dimanche, je reprendrai devant vous une analogie que j'utilise parfois et qui consiste à comparer la souveraineté nationale, qui serait une sorte de cylindre avec des tranches superposées de même diamètre et de même dimension, à la souveraineté européenne, qui, elle, ressemblerait plutôt à un cône dont les tranches superposées rétrécissent au fur et à mesure qu'on va du bas vers le haut. Je m'explique. En bas du cône de la souveraineté européenne, il y a la raison. En haut du cône de la souveraineté européenne, là où il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'un point, il y a la passion. Et autant une souveraineté nationale est-elle bien calibrée, car l'histoire, la géographie, les faits, les narratifs ont tellement intégré la passion et la raison qu'on ne voit plus la différence, dans le cas de l'Union européenne, cette différence est manifeste. En bas, et je n'en prends que quelques exemples, il y a effectivement le commerce. 2 et 2, ça fait 4 pour tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'imagination, ce n'est pas une affaire d'émotion, ce n'est pas une affaire de passion, c'est de la raison économique. Et c'est ainsi d'ailleurs que l'Europe est souveraine en matière de commerce international. Elle est souveraine en matière de commerce international tout simplement parce qu'elle est le plus gros marché de la planète et que dans un système de capitalisme de marché globalisé, ce sont les volumes qui font le poids, la puissance et la souveraineté. Vous montez d'un cran, et j'en ai dit un mot et donc je n'y reviendrai pas, je le dis simplement pour la beauté de la démonstration. Vous montez d'un cran supplémentaire et vous arrivez à la monnaie. Alors en matière monétaire aussi, 2 et 2 ça fait 4, mais selon que l'on veut ou pas promouvoir sa propre monnaie, on s'y prend de manière différente. On voit bien que là, on monte vers des domaines où diverses options sont possibles. Ensuite, on va en quelque sorte vers l'environnement où, effectivement, il y a différentes options possibles en fonction de l'idée qu'on se fait en gros du bien et du mal. Et à chaque fois que nous montons dans ce cône de la souveraineté européenne, nous nous éloignons de questions que la raison peut résoudre et nous nous approchons de questions qui sont d'ordre émotionnel. Et c'est ainsi que tout en haut de ce cône de la souveraineté européenne, nous sommes dans les questions fondamentales qui sont celles de la paix, qui sont celles de la guerre, qui sont celles des valeurs, qui sont celles qui consistent pour un pouvoir à prendre la responsabilité de mettre en danger la vie de ses soldats pour des raisons que la raison a souvent et aura souvent beaucoup de mal à expliquer parce que ce sont des raisons fondamentales, qui sont des raisons d'identité et qui sont des raisons de passion. Est-ce que l'Union européenne est capable de cylindriser, en quelque sorte, ce cône que j'évoque à l'estion? C'est bien ça, la question de la volonté. Et reconnaissons que dans ce domaine, nous devons sortir du yaka faucon. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles les Européens mettront beaucoup plus de temps à se mettre d'accord sur ce que sont les menaces à l'identité européenne,
à l'intégrité de ces territoires, selon la culture, selon la place que l'on occupe sur la carte européenne. Ces questions-là sont des questions extrêmement lourdes. Ce sont bien des questions de volonté politique, mais reconnaissons que par leur nature même, elles ne sont qu'à évolution forcément lente. Supposons que cette volonté se fasse jour petit à petit, et encore une fois, le temps y fera pour beaucoup, alors nous sommes aussi, si l'on veut aller dans cette direction de davantage de souveraineté européenne, nous sommes aussi en face d'obstacles qui sont de l'ordre de la capacité, qui sont de l'ordre des ressources, qu'il s'agisse de ressources économiques, qu'il s'agisse de ressources organisationnelles, institutionnelles, ou qu'il s'agisse, et j'insisterai avant de conclure sur ce point, de ressources que j'appellerais d'ordre idéologique. Que la souveraineté soit une question de ressources économiques et financières, je n'insiste pas sur ce point. Il est plus difficile de penser que l'Union européenne, dont le parcours de croissance à moyen long terme ressemble à 1,5% de croissance par an sur les 10 ou 15 ans qui viennent, il est plus difficile de penser qu'on fera mieux avec 1,5% de croissance qu'on ne le ferait avec 2 ou 2,5%. Je n'insiste pas sur ce point. Nous avons un problème dans l'accession à davantage de souveraineté, qui est la faiblesse chronique, relative, de notre croissance économique pour les temps à venir. Et c'est d'ailleurs en partie ce qui explique qu'une grande partie de ce qui sera adressé comme supplément de demande aux économies européennes viendra de l'extérieur plutôt que de l'intérieur, d'où d'ailleurs cet attachement assez naturel à l'ouverture des échanges. C'est une affaire de croissance, c'est une affaire d'investissement. Je ne vais pas me lamenter sur l'état actuel des délibérations européennes sur les prochaines échéances budgétaires multiannuelles. C'est un exercice extrêmement facile, auquel je ne me livrerai pas, pour une raison toute simple, c'est que pour avoir vécu un certain nombre de ces épisodes, le fait est que ça devient de plus en plus compliqué, et pour des raisons qu'il faut comprendre. Il n'empêche qu'il est difficile, reconnaissons-le entre nous, de prétendre que l'Union européenne sera un jour souveraine avec un budget de l'ordre de 1% du PNB de l'Union européenne. Je serais, je crois, capable d'expliquer pourquoi ce 1% ne se compare pas tout à fait au pourcentage que nous attribuons à nos budgets nationaux. Il y a de très bonnes raisons à tout cela. Il n'empêche que si ce 1% est le reflet de ce que nous sommes capables d'exprimer ensemble comme solidarité, alors mettons pour le moins une pincée de sel et de précaution sur cette notion de souveraineté européenne. Non pas qu'il n'y ait pas des développements qui vont dans le bon sens. Si on m'avait dit, quand je suis arrivé à Bruxelles le 1er janvier 1985 avec Jacques Delors, qu'un jour la Commission européenne mettrait dans un projet de budget 10 milliards d'euros pour un fonds défense, j'aurais pensé que mon interlocuteur était devenu fou. Non, c'est le cas aujourd'hui. Il y a des petits pas dans cette direction. Considérons simplement que les ordres de grandeur, pour l'instant, n'y sont pas. Donc, ressources économiques, financières, redistribution, révision, remise au goût du jour
de notions aussi évidentes que celles de ressources propres, qui sont la bonne manière d'éviter les litanies du solde net qui habitent, hélas, les discussions budgétaires. Là aussi, ça n'est pas la direction qui est à identifier, c'est la capacité à aller dans cette direction. Capacité de nature institutionnelle, organisationnelle. Il y a évidemment, dans l'étagement actuel, des compétences institutionnelles au sein de l'Union et de l'articulation de ces compétences avec celles des États membres, des limites à la progression vers le haut à l'intérieur du cône que j'indiquais à l'instant. Ce sont des questions redoutablement compliquées. Je mentionne simplement l'une de ces dispositions organisationnelles, tant elles me semblent constituer un défaut de construction absolument majeur s'il s'agit d'entamer le chemin vers la souveraineté, qui est cette dichotomie qui a été, hélas, instituée entre, d'un côté, les services de la Commission européenne et, de l'autre côté, le service européen d'action extérieure. Cette summa divisio est une erreur conceptuelle, organisationnelle, considérable, tant il est vrai qu'une partie de ces questions d'exercice de la souveraineté, aussi progressive et pour un moment ténue soit-elle, consiste à mettre ensemble une vision de ce que sont nos intérêts et nos valeurs, une capacité à mettre cette vision sur la table, à en faire délibérer le Conseil européen, le Parlement européen, les parlements nationaux. Rien de tout cela dans l'univers institutionnel européen d'aujourd'hui. Rien de tout cela, pour ne pas parler de la capacité d'utiliser au gré des circonstances et de notre volonté d'influer sur les affaires du monde les différents instruments qui correspondent aux différentes politiques communautaires. Dans l'état actuel de l'organisation des institutions européennes et notamment de la Commission européenne, cette fragmentation est un handicap absolument considérable dans la direction que je suggère que nous considérions à l'avenir. Ressources économiques, ressources organisationnelles, j'en viens à ce que j'appelais tout à l'heure, je reconnais que l'expression est un peu osée, ressources idéologiques, car il ne peut y avoir de progression dans cette direction d'une souveraineté européenne que si nous parvenons à changer notre mode de pensée de ce pourquoi nous construisons cet édifice européen. Au risque de faire un peu trop simple, et dans la mesure où le temps m'est compté, je dirais qu'il n'y a pas de souveraineté sans peuple, il n'y a pas de peuple sans un sentiment d'appartenance, et il n'y a pas de sentiment d'appartenance sans un contenu émotionnel important. Et c'est de ce point de vue-là, je crois que celles et ceux d'entre nous qui souhaitent aller dans cette direction doivent reconnaître que ce qui existe aujourd'hui d'énergie politique à l'intérieur de nos opinions est encore trop dramatiquement absent de cette notion d'affect émotionnel, d'appartenance. On parle souvent du déficit démocratique. De mon point de vue, c'est à la fois la pratique et la théorie qui me mènent à cette vision. Le déficit démocratique n'est pas de l'ordre du kratos, il n'est pas de l'ordre
des institutions, nous avons le modèle institutionnel qui devrait assurer un fonctionnement démocratique normal au niveau supranational. Notre déficit est dans le démos. Il est dans cette difficulté des Européens à identifier une appartenance commune. Il est dans ce que Elie Barnavi a appelé de cette formule cruelle, il est dans la frigidité européenne. Il est dans cette énorme difficulté qu'ont nos différents peuples européens à identifier, ce qui est assez vite, assez évident, dans les yeux des non-européens, et nous avons tous pu faire cette expérience à un moment ou un autre, il est dans notre capacité à imaginer, à penser nos semblances qui sont celles qui font notre identité, au-delà de ce dans quoi nous sommes éduqués, c'est-à-dire nos différences. Il y a là, je crois, un obstacle considérable que nous n'avons jamais vraiment abordé, même si on prête à Jean Monnet cette formule qu'il n'a jamais utilisée et qui était, si j'avais à recommencer, je commencerai par la culture, pas culture au sens français du terme, culture au sens allemand du terme. Il y a là, je crois, quelque chose qu'il nous faut, auquel nous devons nous confronter de manière beaucoup plus nette, beaucoup plus lucide que nous l'avons fait jusqu'à présent, car il n'y aura pas d'appui suffisant dans les opinions et les citoyens européens sans cette conscience d'une appartenance qui est d'ordre émotionnel, narratif, symbolique. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous avons, à quelques-uns, décidé de lancer ce réseau de chaires d'anthropologie contemporaine européenne, un peu la face nord de la construction européenne, pas celle de l'intégration par les marchés, pas celle de l'intégration par la raison, celle de l'intégration par l'émotion. Et la première de ces chaires voit le jour cette année à l'Université catholique de Louvain. Et je suis heureux que ce soit en Belgique, que cette première chaire soit née. Une deuxième est née récemment, est en train de naître. Et ce sera la numéro 2 à Normal Sup à Paris, avec l'Institut d'études avancées. Il y en a une troisième qui commence à prendre forme à Cork. Il y en a une quatrième qui est probablement à Montréal sous une forme ou sous une autre. Je prends cet exemple. Sans doute nous éloigne-t-il un peu de cette gymnastique autour de la notion de souveraineté européenne. Je considère, après tout ce temps, et après y avoir un peu réfléchi et écrit sur ces thèmes, que cette question de l'appartenance émotionnelle des Européens à ce qu'ils veulent faire ensemble est devant nous, et que là aussi, il sera difficile de parler sérieusement de souveraineté si nous ne progressons pas dans ces domaines. J'en arrive, car c'est la règle du jeu, à ma conclusion, qui sera faite de 2 observations autour de cette question de souveraineté européenne. La première, qui est d'ordre un peu autocritique, de temps en temps il faut y passer, et qui consiste à, je crois, reconnaître que la partie du rêve des pères fondateurs, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, consistait à penser que du plomb de l'intégration des économies naîtrait lors de l'intégration politique, une espèce d'alchimie médiévale assez compliquée. Cette idée n'est pas la bonne. Nous devons constater, après 60 ou 70 ans d'expérience, qu'il
il y a entre l'homo economicus d'un côté et l'homo civicus de l'autre, il y a comme une barrière des espèces qu'on ne peut franchir que très progressivement, avec beaucoup de difficultés et généralement après avec beaucoup de précautions. Je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise nouvelle pour ceux d'entre nous qui sont attachés à ce que les philosophies humanistes donnent de primat à l'individu sur l'économie, donnent de primat à l'esprit sur un certain nombre de matières. Il n'empêche que nous devons, si nous voulons aborder les nouveaux rivages qui sont ceux de la souveraineté européenne, nous devons reconnaître que cette alchimie-là n'opère pas, ou plus exactement qu'elle n'opère que rarement et sous certaines conditions. Il faut donc, et je reviens sur mon propos précédent, accepter le défi et le pari de l'intégration par le narratif et par l'émotion. Deuxième et dernière remarque d'actualité, qui est que il me paraît difficile de conclure sur cette question de la possibilité, de l'éventualité, de la réalité d'une souveraineté européenne, sans dire un mot de la régate qui commence sur ce sujet avec le Brexit. S'il est un sujet qui a beaucoup à voir avec notre sujet de ce soir, c'est bien le Brexit, puisque si j'ai bien compris, et j'essaie d'y bien comprendre, ce que nos amis britanniques ont souhaité recouvrer avec ce vote et avec cette sortie de l'Union européenne, c'est bien leur souveraineté. Je ne m'étends pas sur les raisons qu'il pourrait y avoir de douter soit de l'opportunité de cet exercice, soit de la réalité de ce qu'il donnera au bout d'un certain nombre d'années. Il n'empêche que nous devons nous rendre à une évidence qui est que nous entrons dans une expérience que l'Union européenne n'a jamais connue depuis qu'elle existe, et qui consiste un peu comme dans un laboratoire. Il y a deux animaux qui sont là. Un qui a décidé de redevenir souverain tout seul. Un autre qui s'appelle l'Union européenne et qui a décidé de continuer à progresser vers cette notion d'intégration au nom de ce qu'il faut bien appeler une souveraineté. Je n'ai pas d'idée, plus exactement, j'ai une idée personnelle sur le résultat de cette régate, qui sera probablement assez clair d'ici 10 ou 15 ans. Je l'ai dit au début, je suis venu pour la dernière fois ici en 2003, c'était il y a 17 ans. Si Dieu me prête vie, ou nous prête vie, je reviendrai volontiers dans une quinzaine d'années pour commenter le résultat de la régate. Merci pour votre attention.